Le 27 août 1994, à Sioux Falls, dans l'État du Dakota du Sud aux États-Unis, le jour se lève sur une zone industrielle de la ville et les ouvriers quittent les usines épuisés par leur service. Parmi eux, une femme devrait rentrer chez elle. Elle ne le fera jamais. Sa voiture reste immobile sur le parking, comme figée dans un moment interrompu. Les pneus de sa voiture sont à plat, déchirés. Autour, tout est calme. Aucune trace de lutte, aucun témoin. Les premiers agents de police arrivent, incertains de ce qu'ils sont en train de regarder. Une simple disparition, un enlèvement ou le premier signe d'une chose bien plus sombre qui vient de s'ouvrir sous leurs pas. Ils ne le savent pas encore, mais ce jour-là, dans cette ville tranquille du Midwest, un chasseur a déjà choisi sa proie. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante mais réelle de Robert Leroy Anderson, aussi surnommé The Duct Tape Killer ou le tueur au ruban adhésif en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire commence le 4 décembre 1969, à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Ce jour-là, dans une maternité ordinaire de la ville, naît un enfant que ses parents, Leland et Russ Anderson, regardent avec fierté. Ils l'appellent Robert Leroy Anderson. Il est le troisième garçon de la famille. Dès ses premières années, on note chez lui une forme rare de calme et d'intériorisation. Ce n'est pas un enfant qui court dans tous les sens. Il préfère les activités qui lui permettent de contrôler son environnement. Construire, organiser, classer. Russ, sa mère, le trouve appliqué, peut-être trop pour son âge. Leland, son père, ne s'en inquiète pas. Il est un homme pragmatique, convaincu que chaque enfant trouve son rythme. Lorsque la famille déménage à Groton, puis revient à Sioux Falls quelques années plus tard, ces différents mouvements glissent sur ses frères, sans conséquences particulières. Pour Robert, c'est autre chose. Il n'aime pas recommencer. Il n'aime pas faire l'effort de s'habituer à de nouveaux visages. Il se construit alors une façon bien à lui de se protéger. Il se rétracte. Il apprend à ne montrer que ce qui est nécessaire. À l'école primaire, ses enseignants le décrivent comme un garçon facile, discret, qui fait ce qu'on lui dit. En apparence, c'est un parfait élève. Mais à la maison, Russ remarque parfois chez lui des éclats de colère très courts, très maîtrisés, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Ce ne sont pas des grandes crises, juste des moments où son regard change, où sa mâchoire se contracte, où il parle d'une voix plus basse, plus contenue. Elle met ça sur le compte de l'âge. Avec l'adolescence, le fossé entre Robert et le reste du monde s'agrandit. Il reste chez lui, dans sa chambre, à bricoler, à comprendre comment fonctionnent les choses. Comme si comprendre les mécanismes l'aidait à supporter ce qu'il ne comprend pas chez les autres. Il n'aime pas l'imprévu. Il n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse imposer une dynamique. Il veut détenir l'initiative, même dans les détails. Cette obsession pour la maîtrise n'est pas encore anormale, mais elle s'ancre au plus profond de lui. Au lycée Washington High School, Robert a du mal à suivre les cours. Non pas qu'il soit incapable de comprendre, mais il n'aime ni l'autorité, ni la hiérarchie, ni l'idée d'être évalué par des gens qu'il ne respecte pas. Il commence à manquer les cours, puis à s'absenter sans prévenir. Petit à petit, il glisse hors du système scolaire, jusqu'à finir par abandonner. Pour ses parents, c'est une déception. Pour lui, c'est une libération. Il n'a plus à justifier ses réactions. Il n'a plus à supporter les règles des autres. À 16 ans, il est déjà quelqu'un qui n'aime pas recevoir d'ordre. Quelqu'un qui ne tolère pas l'échec. Quelqu'un qui, dans sa tête, se raconte une version du monde où ceux qui prennent ne sont jamais pris. Une idée qui, pour l'instant, reste à l'état d'intention, mais qui attend patiemment son moment. Sa famille continue de le voir comme un jeune homme réservé. Personne ne devine que ce qu'il retient en lui prend de plus en plus d'ampleur. Il n'a pas encore commis le moindre crime, mais chez certains, le danger ne commence pas par des actes. Il commence par une façon de penser, et celle de Robert Anderson est déjà bien en place.
Au début de l'année 1986, à 17 ans, Robert Anderson quitte Sioux Falls pour Kansas City, pour habiter chez la famille d'un ami. Il dit vouloir reprendre le lycée, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il a toujours du mal avec les règles, avec l'autorité, avec l'idée de se soumettre à un cadre qui ne vient pas de lui. En quelques semaines, il abandonne à nouveau ses études. Il occupe alors un emploi saisonnier dans un parc d'attractions. C'est là, en 1987, qu'un incident survient. 2 trains de montagne russes entrent en collision. Il n'est pas tenu responsable, mais cet épisode l'imprègne. Il comprend que le monde peut basculer sur un détail, et que ceux qui restent calmes au milieu du chaos peuvent s'en sortir sans être inquiétés. Il revient à Sioux Falls en 1988. À 19 ans, il n'a ni diplôme, ni projet. Il change de travail fréquemment, incapable de supporter le contrôle des supérieurs. Il se plaint souvent que les autres ne le respectent pas. Il ne dit pas ouvertement, mais il se sent meilleur que ceux qui l'encadrent. En 1989, il épouse Elizabeth Ann Nielsen, 17 ans. Elle tombe sous le charme d'un jeune homme qu'elle pense calme et attentionné. Lui ne cherche pas l'amour, il cherche à être le point central de quelqu'un. Leur fils naît en 1990, mais la paternité ne l'apaise pas. Elisabeth décrit plus tard un homme qui veut tout décider, qui s'agace lorsqu'on remet en question ses choix, qui s'enferme dans des logiques qu'il n'explique pas. Le mariage s'effondre rapidement. La rupture n'est pas due à un acte spectaculaire, mais à quelque chose de plus subtil. Une rigidité dans son comportement, un besoin constant de dominer les situations. C'est là que naît la première fissure. Le sentiment que ce qui lui appartient peut lui être retiré. Et lorsqu'il perd le contrôle, une forme de ressentiment s'installe. En 1991, il rencontre Helen Gardner et elle tombe enceinte la même année. Avec elle, il aura 3 enfants. De l'extérieur, il semble apaisé, mais ses comportements s'assombrissent. Il commence à s'isoler, pas par tristesse, mais par préférence. Il déteste devoir se justifier. Il déteste devoir admettre ses erreurs. En 1993 et 1994, il occupe différents postes, dont un à l'usine Morel & Company. Là, il observe sans se faire remarquer des femmes qui travaillent tard, des personnes qui partent seules, des habitudes qui se répètent. Et c'est durant l'hiver 1994 que ces démons prennent une forme plus précise. Ce ne sont pas de simples fantasmes, ce ne sont pas de simples envies, c'est une idée qui s'installe, celle qui pourrait prendre ce qu'il veut s'il le décide, s'il se prépare assez bien. Il ne se dit pas qu'il va faire mal, il se dit qu'il va prendre le contrôle. Les premiers signaux apparaissent, des regards plus longs que nécessaire, des questions anodines sur les horaires, des observations méthodiques. Ce n'est pas encore un prédateur, mais ce n'est plus un homme ordinaire. En 1994, à 25 ans, tout ce qui fera de lui un chasseur est déjà en train de s'assembler. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Le 27 août 1994, à Sioux Falls, l'usine John Morel & Company termine son service de nuit. Des ouvriers sortent épuisés, pensant déjà à leur matinée. Parmi eux, Larissa Dumansky, 29 ans, immigrée ukrainienne, travailleuse rigoureuse, mère de famille, qui ne demande rien d'autre que de rentrer chez elle après des heures de travail. Elle ne sait pas qu'elle est observée depuis des semaines. Robert note ses horaires, sa routine. Il a déjà choisi ce soir-là. Il a déjà décidé qu'elle serait celle qui marquera le passage entre ses fantasmes et l'action. Il a donc apporté avec lui ce qu'il a patiemment fabriqué, un wheel popper, une pièce de métal aiguisée destinée à déchirer des pneus de voiture. Avant son arrivée, il se glisse entre 2 véhicules et lui perce discrètement un pneu de sa voiture. Puis il attend. Elle traverse le parking en pressant contre elle son sac. Elle monte dans sa voiture, démarre, et le pneu cède dans un bruit sourd. Elle coupe le contact et examine la roue. Elle ne comprend pas. Robert s'approche alors et lui propose de l'aider. Dans sa voix, rien ne tremble. À ce moment-là, il se sent en position de force. Larissa accepte son aide par réflexe. C'est là que Robert passe à l'étape suivante. Il l'attrape par le bras avec une précision glaciale. Elle tente de reculer, mais il la maintient fermement. Il voit dans ses yeux la peur qui monte, et pour lui, c'est une confirmation. Il a le pouvoir. Il l'entraîne vers une zone déserte à l'extrémité du parking. Elle se débat, il la maintient.
Il la force à avancer. Il abuse d'elle avec la froideur d'un homme qui s'est préparé à ce moment pendant des mois. Larissa tente de crier, mais il la bâillonne avec du ruban adhésif. Il l'attache et s'assure qu'elle est vulnérable, sans moyen de fuite. Après avoir fini, il la traîne jusqu'à son véhicule. Il a tout planifié. Il l'étend par terre et lui coupe la respiration. Il étouffe progressivement. Pour lui, c'est l'accomplissement d'un processus. Lorsque tout s'arrête, un calme glacial s'abat sur lui. Il venait de découvrir que ce dont il rêvait lui était accessible, qu'il pouvait faire disparaître une personne comme si elle n'avait jamais existé. Il transporte le corps de Larissa Dumansky loin de la ville et fait disparaître le corps. Le lendemain matin, lorsque Larissa Dumansky ne rentre toujours pas à la maison, c'est son mari, Bill, qui comprend le premier que quelque chose ne va pas. Elle ne disparaît jamais sans prévenir. Bill commence par appeler l'usine John Morrell et compagnie. On lui confirme qu'elle a terminé son service et qu'elle a quitté le bâtiment. Mais après cela, personne ne l'a revue. Inquiet, Bill se rend sur place. Il garde encore l'espoir d'une explication rationnelle. Mais lorsqu'il arrive sur le parking et qu'il voit la voiture de Larissa figée à l'endroit exact où elle l'avait laissée, il sent une angoisse lourde lui remonter dans le corps. Il remarque que le pneu avant est déchiré. C'est un élément qui ne raconte pas ce qui s'est passé, mais qui indique que quelque chose d'anormal s'est produit. Bill appelle immédiatement la police. Les premiers policiers arrivent sur place et observent la voiture, le pneu détruit. Ils n'ont pas de corps, pas de signe de lutte visible. Bill, lui, leur répète que sa femme n'est pas du genre à partir. Elle ne quitterait pas ses enfants. Elle ne laisserait pas sa voiture ainsi. La police interroge immédiatement les collègues de Larissa. Certains se rappellent qu'elle avait parlé de rentrer rapidement ce soir-là. Personne ne la décrit comme anxieuse, dépressive ou en fuite. Elle a simplement terminé son service et est partie. Les agents passent la journée à boucler le périmètre. Ils inspectent les abords du parking. Ils regardent dans les fossés, derrière les bâtiments. Rien. Pas une trace. La police commence à se focaliser sur Bill, son mari. Comme le protocole l'exige, un mari est toujours un suspect potentiel. Il est interrogé, mais ses émotions sont réelles, ses réponses cohérentes. Son implication est donc écartée. L'enquête s'étend, mais reste bloquée. Pas de témoins, pas de caméras, pas de scène de lutte. Après quelques semaines, faute d'éléments, le dossier commence à se refroidir. Les agents savent que quelque chose s'est passé, mais ils ne peuvent rien prouver. L'affaire de Larissa Dumansky commence à sombrer dans l'attente, exactement ce que Robert espérait. Après ce premier meurtre, Robert reprend sa vie professionnelle et familiale comme si de rien n'était. Il était toujours, aux yeux du monde, ce bon père de famille tout à fait banal. Nous sommes maintenant en juillet 1996, à Custer, dans le Dakota du Sud. Une petite ville calme au milieu des forêts et des routes rurales. Un endroit où rien de terrible ne semble pouvoir arriver. Mais pour Robert, c'est un terrain parfait, isolé, prévisible, tranquille. Il habite non loin de là. Il connaît la région. Il connaît les habitudes des riverains. Et il a passé les derniers mois à transformer son fantasme en stratégie. Un jour de juin 1996, il la voit, Piper Straley, 28 ans. Elle vit avec son mari, Vernon, et leurs 2 enfants. Une famille normale dans un cadre tranquille. Robert la remarque par hasard en faisant une livraison. Mais pour lui, il n'y a pas de hasard. Il y a des occasions. Il s'intéresse immédiatement à sa maison. Une route peu passante, des arbres pour se cacher, des fenêtres faciles à observer. C'est une configuration parfaite. Alors il revient, il passe devant la maison à différentes heures. Il repère quand le mari part, quand elle est seule, quand elle joue avec ses enfants dans le jardin. Il note tout. Il se convainc qu'elle ne remarquera jamais sa présence. Il passe plusieurs nuits à observer sa maison depuis la route. Et lorsqu'il se sent prêt, il passe à la phase finale, la planification. Il prépare son ruban adhésif, ses cordes, une arme pour l'intimider, son véhicule, une Ford Bronco. Il vérifie chaque détail. Cette fois, il décide qu'il ira la chercher directement chez elle. Le 27 juillet 1996, dans le calme d'une matinée d'été à Custer, Piper Straley prépare sa journée. Elle s'occupe de ses 2 jeunes enfants, tandis que son mari, Vernon, part travailler. Une routine simple, familiale, ordinaire. Robert a passé la nuit à observer la maison depuis sa Ford Bronco. Après le départ du mari, il quitte son véhicule, s'avance dans l'allée et frappe à la porte avec l'assurance d'un homme qui a répété ce geste 100 fois dans sa tête. Piper ouvre. Elle ne le connaît pas.
Il prétend être un livreur. Ses mots sont calmes, son ton est normal. Elle le regarde surprise, mais pas méfiante. Il entre. En quelques secondes, le ton change. Son regard se transforme. Il sort le ruban adhésif. Il lui prend les bras. Elle comprend trop tard. Elle réalise que cet homme, qui respirait encore le calme une seconde plus tôt, n'est pas là pour parler. Elle résiste, elle se débat, mais il a l'avantage. Il l'attache brutalement, bloque ses poignets, encerclant sa bouche avec le ruban adhésif. Les enfants sont dans une autre pièce. Trop jeunes pour comprendre, trop petits pour se défendre. Elle tente de les protéger du regard, espérant qu'ils ne les remarquent pas. Il ne s'intéresse pas à eux, il n'a qu'une seule cible. Il traîne Piper hors de sa propre maison, la soulevant comme un objet, l'emportant vers son véhicule. Elle n'arrive pas à crier, elle ne peut pas prévenir les enfants, elle ne peut pas dire au revoir. Il la pousse dans son véhicule, ferme la porte et démarre. La maison s'éloigne, les arbres défilent. Il la conduit dans une zone boisée qu'il a repérée en amont. Là, il l'attache à nouveau, la restreint, la maintient, imposant son contrôle avec une méthode glaciale. Il abuse d'elle, puis quand il a fini, il l'étouffe Piper lentement, sans hésitation. Après l'avoir tuée, il traîne son corps jusqu'à un bord de lac, près d'un chemin forestier, et l'enterre là. Pour lui, l'affaire est finie. Mais ce qu'il ignore, c'est que la disparition de Piper Straley ne passera pas inaperçue. Quelqu'un l'a vu dans le secteur. Quelqu'un a remarqué sa Ford Bronco. Et pour la première fois, la chasse qu'il mène depuis 1994 va commencer à se retourner contre lui. Le même jour, le 27 juillet 1996 à 10h, Vernon Straley, le mari de Piper, rentre chez lui plus tôt que prévu. Il ne s'attend à rien d'anormal. Mais quand il pousse la porte d'entrée, le silence qui l'accueille n'a rien de normal. Les jouets sont au sol, le petit déjeuner n'a pas été fait. Les enfants, eux, sont là, seuls. Deux petits êtres terrifiés qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils disent à leur père ce qu'ils peuvent exprimer avec leurs mots d'enfant. Maman a crié, maman est partie avec un homme. Il tenait maman, maman ne voulait pas y aller. Des mots simples, des mots terrifiants de simplicité. Vernon sent immédiatement une angoisse glacée monter dans sa gorge. Il appelle le nom de Piper, cherche dans la maison, regarde dans le jardin. Rien. Pas une trace. Pas un bruit. Seulement des signes d'une lutte brève. Une chaussure renversée. Une couverture tombée. À 10h27, il appelle le 911. Sa voix tremble. Il explique que sa femme a disparu, que les enfants ont parlé d'un homme dans la maison. Les opérateurs comprennent immédiatement la gravité de la situation. En quelques minutes, des patrouilles arrivent sur place. Les agents interrogent les deux enfants séparément. Ils racontent avec leurs mots. Un homme est entré, maman a crié, il l'a prise. Il a mis quelque chose sur sa bouche. Ils ont vu leur mère être tirée dehors. Ils ont entendu une voiture partir. À l'intérieur de la maison, aucune empreinte claire. L'auteur a été rapide, efficace. Mais il a commis une erreur. Il a été vu. Les agents recueillent le témoignage du voisin. Il dit avoir vu un Ford Bronco à plusieurs reprises dans le secteur, avant et après la disparition. Il dit que le conducteur était un homme blanc, entre 25 et 35 ans, cheveux clairs, attitude nerveuse. Il s'est arrêté devant les maisons comme s'il cherchait quelque chose. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un début de piste. Le 28 juillet 1996, au petit matin, la recherche s'intensifie autour de Custer. Des dizaines de volontaires, des patrouilles, des chiens, tout le monde est mobilisé. La disparition de Piper Straley est une priorité absolue. Les agents sillonnent les routes forestières, interrogent les habitants, étudient chaque piste. Tous savent que le temps joue contre elle. Mais malgré les recherches, Piper est introuvable. Parallèlement aux recherches, la police se concentre sur les déclarations du témoin qui a vu le Ford Bronco. Il contacte les employeurs, les entreprises de la région, les dépôts, et le listing des possesseurs de Ford Bronco se réduit très rapidement. Parmi eux, un homme attire l'attention. Un certain Robert Leroy Anderson, 27 ans. Employé local, souvent en déplacement, propriétaire d'un Ford Bronco correspondant à la description du voisin. Un homme qui, sans être un criminel connu, a déjà été signalé comme trop insistant par une femme du secteur. Un détail qui prend maintenant tout son sens. La police décide d'en avoir le cœur net. Le 30 juillet 1996, en milieu d'après-midi, deux agents se garent devant la maison de Robert.
Ce n'est pas une opération, pas une arrestation, juste une visite, une première approche. Ils veulent le voir parler, le voir réagir. Parfois, un regard en dit plus que des preuves. Robert ouvre la porte. Il a ce sourire calme, trop contrôlé, celui qu'il utilise pour masquer ce qu'il ne doit pas laisser paraître. Les agents se présentent. Ils expliquent qu'ils mènent des vérifications sur la disparition de Piper Straley. Robert hoche la tête. Il les fait entrer. Les policiers observent tout. Les mains, le rythme de la respiration, la façon dont il prend sa tasse. Tout est lent, méthodique, calculé. Les agents lui demandent où il était le matin de la disparition. Il parle avec assurance. Il dit qu'il était au travail, sur un chantier isolé. Il ne peut donner aucun témoin, aucun collègue qui l'aurait vu. Juste une déclaration sortie du bout des lèvres. Les agents notent alibi invérifiable. Ils lui demandent s'il possède un Ford Bronco. Il répond que oui, d'un ton serein. Il dit qu'il l'utilise pour le travail et qu'il a dû passer par des routes différentes récemment, qu'il ne se souvient pas de toutes les courses. Et c'est là, à cet instant, qu'il commet une erreur. Il dit aux agents, avec un intérêt trop net, trop direct, « Vous avez trouvé quelque chose? Le corps ?» À ce moment-là, les agents savent qu'ils ont frappé à la bonne porte. Un homme qui demande directement où est le corps, c'est très suspect. Robert continue à parler, à tenter d'être aimable. Mais sa mise en scène est trop lourde, trop lissée, trop parfaite. Les agents le remercient et partent. Et dès qu'ils s'éloignent de la maison, leurs regards s'échangent. Cet homme sait quelque chose. Cet homme était là, et il correspond à la description donnée par les enfants. L'étau est en train de se resserrer autour de Robert. Le jour même, les agents montent un dossier assez solide pour un mandat d'arrêt. Et le lendemain, ils passent à l'action. Robert sort de chez lui, fermant la porte avec son calme habituel. Il ne voit pas l'agent qui s'approche de lui. Il entend juste « Robert Leroy Anderson, vous êtes en état d'arrestation ». Son visage ne change pas un tressaillement, pas une réaction. Comme s'il savait que ce moment arriverait, et comme si ça ne l'affectait pas. Lorsqu'on lui passe les menottes, il dit simplement « Vous faites une erreur ». Mais sa voix manque d'âme. Elle est creuse, contrôlée, vide. Au commissariat, il commence par tout nier. Il dit qu'il ne connaissait pas Piper, qu'il n'était pas dans le secteur, qu'il n'a jamais fait de mal à personne. Les enquêteurs restent calmes. Ils ne le brusquent pas. Ils ne le provoquent pas. Ils attendent. Ils savent que ce genre d'homme ne craque pas sous la violence, mais sous le temps, sous les faits, sous la pression. Ils lui demandent pourquoi il a demandé où était le corps, mais il ne répond pas. Il regarde la table, le silence s'étire. Puis tout d'un coup, son masque se fend. Une seule phrase, douce, glaciale, inattendue. « Vous ne saurez jamais tout ». Les agents se regardent, ils savent que cette phrase n'est pas un déni, c'est un aveu indirect. Il pousse encore, il lui demande ce qui est arrivé à Piper. Il finit par dire « Elle a cru qu'elle pourrait s'échapper ». Ceci, pour les enquêteurs, est le premier aveu direct. Il ne donne pas de détails, il ne raconte pas la scène, mais il admet qu'il était là, qu'il l'a empêché de partir, qu'il a agi volontairement. Parallèlement à cet interrogatoire, la police perquisitionne la maison et la voiture de Robert. Dans la maison, il trouve un jean taché de fluide. À l'intérieur de la voiture, il découvre du ruban adhésif, identique à celui vu par les enfants de Piper. Une pelle recouverte de terre et des cheveux. Plus tard, une analyse ADN confirmera que ces cheveux appartenaient à Piper. À la fin de l'interrogatoire, les agents ont ce dont ils avaient besoin. Des aveux partiels, des incohérences, des preuves matérielles qui ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. Robert Leroy Anderson est inculpé du meurtre de Piper Straley. Quelques semaines plus tard, un promeneur tombe sur une motte de terre de laquelle sortait un bout de vêtement. À cet endroit, la police découvrira des ossements et des bouts de ruban adhésif. Les analyses ADN confirmeront que ces ossements appartenaient à Larissa Dumansky. Après cette découverte et le lien établi par le ruban adhésif, Robert est inculpé d'un second meurtre. Le procès de Robert s'ouvre en 1997. Chaque siège est occupé. Les familles des victimes sont là, les journalistes aussi. Et tout le monde veut voir l'homme qui a fait disparaître Piper Straley et Larissa Dumansky. Robert entre au tribunal sans montrer la moindre émotion. Les preuves sont solides. Le Ford Bronco, observé par les voisins. L'adhésif industriel identique à celui qu'il achète régulièrement. Lorsque les enfants de Piper sont appelés à la barre,
Il désigne clairement Robert comme le méchant monsieur qui a pris maman. Ces mots suffisent à glacer toute la cour. Robert, lui, ne réagit pas. Aucun tremblement, aucun signe d'humanité. À la fin du procès, le verdict tombe comme un coup de marteau dans le silence. Coupable du meurtre de Piper Streyle et de Larissa Dumansky, le juge prononce la peine de mort. Robert ne cligne pas des yeux, pas un sentiment, juste ce regard qui ne dit rien. Il est transféré dans le couloir de la mort où il reste pendant des années, sans parler, sans écrire, sans voir personne. Et le 29 mars 2003, au petit matin, les gardiens le trouvent sans vie dans sa cellule. Il avait décidé de mettre fin à son existence avec son propre drap qu'il avait torsadé, avec la précision mécanique qu'il a toujours caractérisée. Aucune lettre, aucun adieu, aucun remords, juste une fin calculée, choisie, comme il a choisi tout le reste de sa vie. Robert Leroy Anderson emporte avec lui le secret de ce qu'il a fait et surtout de ce qu'il aurait pu faire encore. Voici donc l'histoire de Robert Leroy Anderson, un homme capable de se fondre dans le paysage tranquille du Dakota du Sud, tout en disparaissant avec les vies qu'il brisait. Il n'avait pas besoin d'un arsenal, pas besoin d'une armée, seulement son Ford Bronco, son adhésif et sa certitude glaciale qu'il pouvait contrôler le destin des autres. Il a fait disparaître Piper Streyle en quelques minutes et Larissa Dumansky sans laisser une seule trace. Des femmes qui avaient des noms, des familles, des projets, et qui dans l'esprit de Robert ne sont devenus que des cibles, des obstacles qu'il pouvait écraser sans regret. Lorsqu'il a été condamné à la peine de mort, il n'a rien dit, pas un mot, pas un regard, comme s'il avait déjà décidé que ce monde ne lui imposerait plus jamais une seule décision. Sa disparition n'a laissé qu'une certitude. Il était prêt à tout pour rester le maître de sa dernière heure. Un dernier acte de contrôle au moment où il allait être exécuté par un système qu'il méprisait. Aujourd'hui, le nom de Robert Anderson reste associé à l'une des affaires les plus glaciales de l'État. Une histoire de fantômes, de disparitions et de familles qui n'ont jamais pu enterrer leur vérité. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux enfin cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.